Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien entamé votre mois de Ramadan. Écoutez, cette vidéo elle est un petit peu particulière puisque c'est pas moi qui ai choisi les thèmes. Je vous avais proposé sur tous mes réseaux sociaux de poser des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde, donc je les ai toutes compilées et on va commencer par la première. Donc la première question, que penses-tu des récents événements qui ont eu lieu en banlieue parisienne? Alors les événements, ils n'ont pas eu lieu qu'en banlieue parisienne, puisqu'il y a eu également des révoltes à la cité de la Reinerie, je crois, à Toulouse, il y a eu aussi à Nantes. Et évidemment, bon, ça a pris naissance avec le cas de violence policière à Villeneuve-la-Garenne, où on a un jeune d'une trentaine d'années qui a été grièvement blessé à la jambe au cours d'une intervention de police. Alors moi, à titre personnel, les événements en banlieue, ces révoltes, qui ne sont évidemment pas des émeutes, ces révoltes, elles sont complètement légitimes. Quand vous êtes tout au long de votre parcours de vie discriminé en raison de votre couleur de peau, en raison de votre adresse, en raison de votre orientation religieuse, en raison de votre culture, de votre origine, évidemment, ça fait naître un sentiment de colère et au bout d'un moment, quand le vase est plein, il déborde et il déborde de la façon qu'on connaît. Dans les quartiers français, là depuis quelques jours, il y a régulièrement des affrontements avec la police, puisque c'est évidemment la police qui représente l'État dans ces cités. Hein. Ils ne voient l'État français qu'à travers un uniforme de police, qui est déjà problématique. Et puis, très sincèrement, moi, je les soutiendrai toujours. Je les soutiendrai parce que, étant systématiquement exclus, étant systématiquement marginalisés même, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de populations à qui il ne reste que la violence comme seul mode d'expression? Quand je dis violence, évidemment, je ne cautionne pas des attaques à l'intégrité physique ou des choses comme ça, mais pour moi, allumer des feux de poubelle, allumer des incendies de voitures, faire péter des feux d'artifice, y compris en période de confinement, c'est un mode d'expression. C'est un mode d'expression qui traduit évidemment une colère et qui montre que ces populations issues des quartiers populaires veulent se faire entendre et étant exclues de l'espace médiatique, c'est tout ce qu'il leur reste finalement. Et moi, je pense sincèrement que dans cette situation que connaissent les banlieues parisiennes, mais pas que, parce que c'est le cas dans tous les quartiers populaires, y compris en province et dans toute la France vraiment, c'est l'État qui est responsable de cette situation. Tant que l'État ne mettra pas en œuvre une politique qui permettra d'endiguer complètement le racisme, la discrimination, l'exclusion sociale et ce que je peux même qualifier d'apartheid social, tant qu'on n'aura pas de solution à ça, évidemment, les populations qui sont issues des quartiers populaires, il leur restera que ça pour pouvoir s'exprimer. Alors évidemment, je ne suis pas en train de parler de ce qui existe déjà depuis 40 ans, à savoir remettre un coup de peinture sur des bâtiments pour faire croire qu'on a rénové le quartier et demander aux habitants de se satisfaire de petits travaux de maçonnerie parce qu'on leur a réparé l'ascenseur ou autre. Je suis en train de parler d'une vraie politique qui permette d'inclure les habitants des quartiers populaires dans le marché de l'emploi, de les inclure au même titre que le reste de la population en fait, de pouvoir les faire bénéficier d'accès aux grandes écoles au même titre que le reste de la population, de pouvoir les faire bénéficier d'un accès au transport au même titre que le reste de la population. Au final, très sincèrement, ce que demandent les habitants des quartiers populaires, c'est une égalité de traitement. Alors, mon regard sur les médias mainstream et le confinement. Le regard sur les médias mainstream, évidemment, ce sont des médias qui sont absolument essentiels puisqu'ils nous permettent une information de masse, ils nous permettent aujourd'hui de nous tenir informés. Seulement, on ne doit pas... il faut vraiment être critique. Il faut qu'on puisse avoir toujours un regard critique. Les médias mainstream ne traitent pas l'information de la même manière qu'un média indépendant.
il faut être clair, et les journalistes ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres dans les médias indépendants, ils ne sont pas neutres dans les médias communautaires, et ils sont encore moins neutres dans les médias mainstream. Tous les journalistes ont une manière d'aborder l'information qui n'est pas la même. Moi, à titre personnel, quand j'écris un article, notamment puisqu'on parlait juste avant de la question des violences policières, je l'aborde jamais de la même manière qu'un journaliste qui va écrire une dépêche ou un article sur cette question-là pour BFM TV par exemple. Évidemment, on n'a pas le même parcours, le même vécu, on n'a pas la même manière d'appréhender la problématique. Après, je crois qu'il est très important de critiquer vraiment la manière dont l'information nous est desservie sur un certain nombre de sujets. Là, par exemple, ça a été le sujet de ma vidéo précédente, les médias qui ont notamment des chaînes d'information en continu, ils ont été vraiment problématiques dans leur manière d'animer leur débat. Par exemple, sur la question du confinement, on a vu un certain nombre de débats qui ont tourné, on ne sait pas pourquoi, où les journalistes posaient des questions sur oui, mais les musulmans pendant le ramadan, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils vont respecter correctement le confinement, et en fait, vous vous dites, mais est-ce qu'ils ont un sujet favori, des sujets buzz, des sujets où finalement ils se fichent complètement de la véracité de leurs propos ou même de leur pertinence, et ils sont sans arrêt dans une espèce de recherche du buzz. Et pour moi, c'est ça qui pose problème. Quand vous avez des médias qui, plutôt que de faire preuve au moins d'essayer de faire semblant d'être un petit peu neutre, mettre de l'huile sur le feu sur un certain nombre de sujets qui sont déjà hyper explosifs en France depuis maintenant des années, pour moi c'est complètement irresponsable, et je crois qu'il faut les dénoncer. Après, on ne peut pas s'en passer parce que ils nous donnent quand même des informations tout au long de la journée, et c'est un bien qui n'est pas négligeable, mais il faut toujours rester critique. Quand vous regardez une chaîne d'information en continu, il ne faut pas boire tout ce que vous entendez, parce que déjà de très nombreux intervenants ne sont pas des journalistes mais sont des éditorialistes qui sont là pour donner leur avis, donc leur avis ne vaut pas vérité, et c'est là qu'il faut vraiment faire très attention et dissocier les deux pour pas se faire bourrer le crâne. Alors, est-ce que je pense qu'on sera déconfiné le 11 mai? Alors moi, je crois pas du tout que c'est un déconfinement vraiment le 11 mai. C'est peut-être un allègement d'un certain nombre de mesures qui ont été mises en place dans le cadre du confinement, mais en aucun cas, le 11 mai, on aura une vie qui va reprendre comme elle était avant. Les restaurants ne seront pas ouverts, les parcs ne seront pas forcément tous ouverts, pas de parcs d'attractions, pas de grands rassemblements. Clairement, la vie, elle sera pas du tout la même. Donc moi, je pense que le 11 mai, on nous a fixé cette date pour amorcer un déconfinement, mais en aucun cas, il s'agit d'un vrai déconfinement total, hein. Tant que les enfants n'ont pas repris tous le chemin de l'école, tant que les parents n'ont pas pu tous reprendre le chemin du travail, tant que tous les commerces ne sont pas réouverts, et tant que on n'a pas repris une vie telle qu'elle était par exemple début mars, ou qu'elle a pu être avant, pour moi, on n'est pas du tout déconfiné, ni le 11 mai, ni d'ailleurs le 12 mai. Hein. À mon avis, ça prendra bien plus de temps. Donc il faut vraiment qu'on fasse preuve de patience, parce que la date d'un retour à la normale, elle n'est pas près d'arriver selon moi. Penses-tu qu'on pourra aller au Maroc cet été? Alors j'imagine que tu parles du Maroc parce que tu dois être originaire, comme moi. À mon avis, je pense que les vacances d'été à l'étranger vont pas pouvoir se faire au moins cette année, au moins jusqu'à la rentrée de septembre. Il n'y a pas du tout de date qui a été annoncée. La fermeture des frontières, Emmanuel Macron l'a dit, elle est actée jusqu'à nouvel ordre. Donc pour l'instant, on n'a pas de date. Moi personnellement, j'avais prévu de partir au Maroc peut-être au mois d'août. Je crois que je vais devoir revoir mes plans et essayer de tabler plutôt sur des vacances en France, mais je sais pas où, mais des vacances en France. Est-ce que je pense que le virus est un rappel d'Allah? Alors, vaste question. J'aime pas trop m'aventurer sur des sujets comme ça qui touchent un peu à la théologie.
moi je pense tout simplement que c'est un rappel pour chacun d'entre nous, un rappel sur la manière dont on doit peut-être réorganiser notre façon de voir, réorganiser nos liens avec nos familles, réorganiser notre façon de vivre, hein, tout simplement, et peut-être bien nous concentrer sur l'essentiel. Après, par exemple, là, de vivre ce ramadan sous confinement, de ne pas pouvoir aller partager des repas avec nos familles, de ne pas pouvoir partager des soirées avec nos proches comme on a toujours eu l'habitude de le faire, ou même pas pouvoir se rendre au tarawih le soir. Évidemment, c'est sujet à beaucoup de frustration pour toutes les communautés musulmanes, j'imagine. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, et puis ça nous permettra de mieux savourer ce qu'on a pour l'année prochaine. Je crois que vraiment ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, et de nous rendre compte aussi que vraiment on n'avait pas à se plaindre avant ça. Alors, est-ce que je pense que dénoncer l'islamophobie suffit? Non, moi je suis plutôt d'accord avec ta suggestion dans la deuxième partie de la question, puisque je ne suis pas très favorable à, par exemple, il y a un certain nombre de militants qui considèrent que aller débattre avec des islamophobes, c'est leur donner une tribune et leur assurer une espèce de légitimité. Moi, je ne suis pas favorable à cette politique de la chaise vide, et c'est pour ça que d'ailleurs, quand il y a des médias qui m'invitent, j'y vais tout le temps. Quand je le peux, mais quand je trouve ça pertinent, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller partout y compris même quand tu n'as rien à dire, mais je pense qu'il faut effectivement confronter les personnes qui tiennent des propos islamophobes, que ce soit en politique ou au sein de la sphère médiatique, parce que c'est une manière aussi de leur montrer les limites de leur raisonnement. Et c'est une manière aussi d'apporter un autre regard, parce que finalement, il faut bien se dire une chose, c'est que même si nous, on refuse d'aller débattre contre les islamophobes, ils vont quand même débattre entre eux. Et ça va finir par être un espèce de... Finalement, les médias vont devenir des tribunes d'islamophobie. Déjà que c'est pas déjà très glorieux à ce niveau-là. Il faut vraiment être très prudent et ne pas les laisser complètement libres de chacune de leurs paroles. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens, quand vous êtes invités sur un plateau télé, je sais que c'est pas évident, je sais qu'il faut de la préparation, il faut pas y aller comme ça n'importe où, n'importe comment, et avec n'importe qui et chez n'importe qui. Mais quand vous en avez la possibilité et quand vous en avez les capacités, les moyens, vraiment participer à ce genre de débat, non seulement pour votre enrichissement personnel, parce que c'est quand même des expériences qui vous permettent de pouvoir confronter vos points de vue, et qui vous permettent aussi, vous, potentiellement, de pouvoir convaincre le spectateur qui vous regarde à travers sa télé ou qui vous écoute à travers sa radio. Donc c'est quand même très important. Alors, face aux informations anxiogènes, est-ce que je pense qu'il va y avoir un déconfinement brusque? Non, je ne crois pas qu'il puisse être brusque, ce déconfinement, puisque, comme je l'ai dit, juste, je crois, 2 questions avant, il peut se faire que progressivement. Là, on a le 11 mai, la seule certitude qu'on a, c'est qu'un certain nombre d'établissements scolaires, dont on ne connaît pas vraiment le chiffre et la situation géographique, vont pouvoir réouvrir. Donc ça va pouvoir se faire que progressivement. Les élèves vont pas tous repartir à l'école en même temps, les restaurants ne réouvrent pas, les commerces ne réouvrent pas tous, les cafés non plus. Les salles de cinéma vont rester encore fermées. Donc moi je suis persuadée que ce déconfinement il ne pourra pas se faire de manière brusque, genre le 11 mai on est tous dehors et comme si rien ne s'était passé. Clairement, moi même si je vois et je comprends vraiment qu'on puisse être angoissé par les informations, puisque on a tous les jours un espèce de décompte macabre aux alentours de 19h qui est quand même pas fait pour nous rassurer, même si au jour d'aujourd'hui on a un certain nombre de données qui sont moins inquiétantes qu'elles ont pu l'être il y a une quinzaine de jours. Les chiffres en réanimation continuent de baisser, le nombre d'hospitalisations continue de baisser, le nombre de décès est toujours hyper important, mais il n'est pas aussi élevé qu'au début du mois d'avril. Je comprends qu'on puisse être angoissé, mais à titre personnel, même si j'ai peur, ça m'inquiète, parce que j'ai évidemment peur que cette maladie elle puisse toucher un de mes proches, ma famille, ou un de mes enfants, un de mes amis, ou qu'on puisse avoir des situations dramatiques et difficiles à vivre. Mais
plus j'aurai peur, plus je resterai chez moi. Donc ça va pas générer forcément chez moi une envie de me déconfiner brusquement. Alors, est-ce que les partenariats entre structures musulmanes, est-ce que c'est de l'entraide ou du communautarisme? Alors, pour moi, très clairement, c'est de l'entraide. Pourquoi? Parce que quand vous avez des structures qui ressemblent aux vôtres, tout simplement, vous avez les moyens de les aider. Et donc, c'est quelque chose dont il ne faut absolument pas se priver. Après, il faut rappeler une chose. Quand vous êtes une association musulmane, très souvent, si le nom musulman n'apparaît pas dans le nom de votre association, vous n'allez pas avoir forcément de difficultés à louer des locaux ou encore même à ouvrir un compte bancaire. En revanche, dès lors que le nom musulman apparaît dans votre nom, que ce soit un nom associatif ou un nom d'entreprise, vous allez avoir toutes les difficultés de la terre à pouvoir ouvrir un compte bancaire, même si c'est un droit. Très souvent, vous allez avoir des refus qui ne se font même pas par lettre, mais pas à l'oral. Comme ça, au moins, la banque ne se mouille pas trop. Il y a même eu un certain nombre de structures associatives qui ont vu leur compte bancaire être fermé après même des années d'existence, notamment pendant la période de l'état d'urgence. C'est clairement une discrimination, il faut la dénoncer. Donc quand vous êtes un professionnel musulman et que vous avez la possibilité d'aider d'autres professionnels musulmans dans leur publicité, dans leur marketing, dans leur implantation, et bien sincèrement faites-le. C'est pas du communautarisme parce que vous ne privilégiez pas forcément ce public-là, mais c'est de l'entraide parce que vous les aidez à se sortir des difficultés qu'elles vont forcément rencontrer dans l'établissement de leur commerce, de leur association. Donc vraiment, à chaque fois que vous le pouvez, faites-le. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir oublié aucune question. Si toutefois c'était le cas, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à en poster d'autres pour que je puisse refaire une autre séquence. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous de passer un bon ramadan, même dans les conditions assez exceptionnelles qu'on connaît. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.